Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, les titres de cette édition. Poignée de main historique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in. Les deux leaders coréens se sont rencontrés ce vendredi. Un sommet salué de par le monde. Première tournée internationale pour Mike Pompeo. Après Bruxelles, le nouveau chef de la diplomatie américaine est attendu en Arabie Saoudite. Le tourisme en baisse dans les zones anglophones du Cameroun, en cause les troubles qui sévissent dans la région. Kim Jong-un de retour en Corée du Nord après le sommet historique avec le Sud. En traversant la ligne de démarcation militaire qui sépare les deux pays, M. Kim est devenu le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée il y a 65 ans. Un sommet intercoréen historique donc, au cours duquel la question de la dénucléarisation était centrale. Les détails avec Arzuba Compaoré. Les dirigeants des deux Corées se sont embrassés à la frontière vendredi après avoir promis qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule coréenne. Kim Jong-un et Moon Jae-in ont affirmé que les hostilités cesseront et que la fin de la guerre de Corée sera officiellement déclarée cette année. Ils ont également promis une dénucléarisation complète de la péninsule. Aujourd'hui, le président Kim Jong-un et moi-même avons confirmé que notre objectif commun est de débarrasser la péninsule coréenne des armes nucléaires par une dénucléarisation complète. Aujourd'hui, nous verrons à ce que l'accord que nous avons conclu sous le regard du peuple de la péninsule coréenne et du monde ne répète pas l'histoire malheureuse de promesses non tenues, en communiquant étroitement et en coopérant les uns avec les autres pour des bons résultats. L'accord comprend également des promesses de désarmement par étapes pour les deux parties. Parmi les autres engagements pris, celui de l'arrêt des émissions de propagande à la frontière ou encore la participation conjointe des deux Corées lors d'événements sportifs internationaux. La zone démilitarisée et fortifiée sera elle aussi transformée en une zone de paix. Autant d'annonces qui ont fait suite à une journée remplie d'images inédites et inimaginables l'année dernière, alors que les essais nucléaires et de missiles coréens avaient poussé la tension entre les deux pays au plus haut niveau. Le président américain Donald Trump devrait rencontrer Kim Jong-un fin mai ou début juin. Jeudi, Trump a déclaré qu'il décidait d'une date et d'un lieu. Plus tôt cette semaine, il ne tarissait pas d'éloges sur Kim. Il a vraiment été très ouvert et je pense très honorable d'après ce que nous avons pu constater. Et je pense que ça va être très positif. Moon Jae-in a déclaré qu'il avait accepté de visiter Pyongyang, la capitale nord-coréenne, cet automne. Quelles retombées faut-il attendre de cette rencontre que tout le monde dit historique entre les leaders des deux Corées, dont Yoon-ok Lee est le chef du service coréen de la Voix de l'Amérique. Il s'exprime sur cette question, on l'écoute. Nous pouvons dire que le succès de ce sommet en ce qui concerne les relations en général entre les deux Corées va dépendre de l'issue des pourparlers entre Donald Trump et Kim Jong-un. Cela va dépendre de comment cet accord entre Moon et Kim Jong-un va se matérialiser, parce que le dossier nucléaire est toujours très important. Le président Moon l'a mentionné plusieurs fois en public avant le sommet, que le nucléaire est un dossier clé dans l'établissement des relations avec Kim Jong-un. Le nucléaire au cœur des préoccupations donc. Accueillons Jean-François Bélanger, chercheur sur la paix et la sécurité à l'Université McGill. Vous êtes avec nous en direct de Montréal au Canada. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que le spécialiste de la région que vous êtes retient de ce sommet? En fait, comme votre collègue l'a dit, c'est en effet historique. La première fois que le Nord met les pieds au Sud depuis la fin de la guerre de Corée. Mais ce que je retiens surtout personnellement,
c'est la déclaration qui a été faite conjointement avec du langage très intéressant sur ce qui est des relations économiques et puis tout ça, mais un langage autour de la dénucléarisation qui laisse un peu à désirer. Alors, le mot justement qu'on entend beaucoup pour ce sommet, c'est dénucléarisation. En quoi consiste-t-elle et quelles en sont les différentes étapes? En fait, voyez-vous, c'est un peu ici le problème. Dans le texte, le langage qu'on utilise revient un peu au langage qu'on avait utilisé en 1992. On parle de dénucléarisation de la péninsule avec rien de très concret à l'intérieur du texte, justement pour être capable d'avoir un accord entre les deux parties et être capable de sortir le document. Alors, pour ce que ça veut dire... Oui, allez-y. Oui, si on reste dans la logique de bonnes intentions et que Kim Jong-un accepte de dénucléariser son pays, quelle serait la contrepartie pour lui? Écoutez, encore une fois, il est ici le problème. Je ne crois pas que Kim Jong-un veut dénucléariser le pays. Historiquement, le prix de la dénucléarisation... Bon, si on définit la dénucléarisation comme le démantèlement complet de l'arsenal nucléaire nord-coréen, on parlerait ici, à tout le moins historiquement, on a demandé un départ complet et total des troupes américaines de la péninsule et le retrait des armes nucléaires américaines qui a été fait en 1991. Mais on s'entend qu'il y a très, très peu de chances que les Américains, et même le Sud, et les autres alliés, dont le Japon, soient d'accord à une telle mesure. Et de toute façon, pour le Nord, la dénucléarisation de la péninsule ici, c'est vu un peu comme un processus dans lequel on peut... comment je pourrais dire... Voilà, juste en une seconde, est-ce qu'on peut faire confiance à M. Kim Jong-un? On peut lui faire confiance de se fier à ses intérêts personnels. Merci. À mon avis... Merci oui, Jean-François Bélanger, désolé de vous couper. Vous êtes chercheur sur la paix et la sécurité à l'Université McGill de Montréal. Mike Pompeo fait son entrée sur la scène internationale à peine investi. Le nouveau chef de la diplomatie américaine a participé à une réunion de l'OTAN à Bruxelles ce vendredi avant une tournée en Arabie Saoudite, Israël et Jordanie. Le président américain Donald Trump s'est dit ravi de la confirmation de l'homme qu'il a choisi pour occuper cette fonction sensible après avoir déjà fait de lui son chef de la CIA. Anastasie Tudièche. Mise à l'épreuve immédiate pour Mike Pompeo avec la réunion ce vendredi des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Peu après sa confirmation au Sénat américain, le 70e secrétaire d'État verra ses capacités de diplomatie mises à l'épreuve avec ce volet sensible de la politique étrangère du président Trump. Le président américain appelle régulièrement les autres membres de l'Alliance transatlantique à augmenter leurs dépenses militaires afin de réduire la participation des États-Unis, une vision que M. Pompeo n'a pas manqué de rappeler. Il revient maintenant à chacun de nos alliés d'honorer les promesses faites en soumettant un plan crédible pour le sommet de juillet. D'autres dossiers brûlants attendent l'ancien patron de la CIA, l'avenir de l'accord iranien et la Corée du Nord dont il a rencontré le dirigeant récemment. Né en Californie il y a 54 ans, sorti major de sa promotion de la prestigieuse école militaire de West Point, Mike Pompeo a fait son droit à Harvard. Il était auparavant le chef de la puissante CIA depuis 2017 et remplace Rex Tillerson, limogé en mars dernier. Ses détracteurs démocrates dénoncent son attitude jugée va-t-en-guerre et des propos qu'ils considèrent islamophobes et homophobes, tandis que l'aile libertarienne des Républicains craint ses velléités interventionnistes. La guerre est toujours et doit toujours être en dernier ressort, avait-il pourtant lancé lors de son audition de près de 5 heures par le Congrès le 12 avril. Après Bruxelles, Mike Pompeo se rendra en Arabie Saoudite, en Israël et en Jordanie. On reste aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a reçu ce vendredi la chancelière allemande Angela Merkel à la Maison-Blanche. Les deux dirigeants se sont brièvement serré la main dans le bureau ovale, mais leurs retrouvailles n'ont, sans surprise, pas donné lieu aux embrassades, tapes dans le dos et signes ostensibles de complicité affichés par le président américain et son homologue français Emmanuel Macron en début de semaine.
La conférence de presse conjointe cet après-midi a prouvé que Merkel et Trump ne sont pas d'accord sur un certain nombre de dossiers, notamment le nucléaire iranien et les tarifs douaniers. Néanmoins, il reste de grands alliés. Le président américain a loué une femme extraordinaire, assurant, en dépit de réels moments de tension au cours de l'année écoulée, avoir toujours eu d'excellentes relations avec Angela Merkel. Pas moins de 40 civils sont morts noyés dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Ils tentaient de fuir cette semaine vers le Congo-Brazzaville voisin. Des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée nationale et des hommes armés. Les embarcations transportaient des villageois et ont chaviré donc sur la rivière Ubangi qui marque la frontière entre les deux Congos. Selon le vice-gouverneur de la province du Sud Ubangi, Jean Bakoteye, les faits remontent à lundi quand un mouvement de panique à Dongo a poussé la population à fuir vers le Congo-Brazzaville après l'attaque d'une position de l'armée par des hors-la-loi qui auraient fait des victimes chez les militaires congolais, et ce, malgré le mauvais temps. Au Nigeria, au moins 5 kamikazes et 4 autres personnes, dont un milicien anti-djihadiste, ont été tués et 7 policiers blessés quand un commando de plus de 100 islamistes ont fait une incursion hier soir dans un quartier périphérique de Maïdougouri, épicentre de l'insurrection de Boko Haram. Après des heures d'affrontement, l'attaque a été finalement repoussée grâce à l'arrivée de renforts militaires aériens et terrestres. On va au Cameroun, où le tourisme ne se porte pas bien dans les zones anglophones, où il est en baisse depuis 2 ans. Le nord-ouest et le sud-ouest du pays sont en effet le théâtre de violences depuis novembre 2016, lorsque les forces gouvernementales ont écrasé un mouvement pacifique d'enseignants et d'avocats anglophones qui protestaient contre leurs conditions de travail jugées plus favorables pour la majorité francophone. Le récit est de Dilidiko. Le Mont Cameroun atteint un score impressionnant de 80% sur la plateforme de notation de voyage TripAdvisor. Mais il y a de moins en moins de visiteurs sur ces pentes et les tours opérateurs pensent que cela est dû à la situation politique actuelle de la région. Entre la saison 2016-2017, nous avions environ 146 réservations qui ont été annulées parce que nos clients ont répondu qu'il y avait beaucoup d'insécurité. Et leurs ambassades respectives les avaient avertis qu'il s'agissait d'une no-go zone. Donc cela a des effets négatifs sur le tourisme à Buea et je dirais dans le sud-ouest en général. À la plage, à Limbe, une rangée de petits restaurants offre une variété de plats à base de fruits de mer frais. Alfoussa Damou raconte que les affaires ont commencé à se détériorer lorsque la crise a débuté. Nos entreprises ont été fortement touchées. Nous avons vu une baisse constante du nombre de gens qui viennent ici pour acheter nos produits. Avant la crise dans cette région, nous avions beaucoup de clients, mais les choses ont changé. Nous sommes au bord du gouffre. Notre souhait est que les choses puissent revenir à la normale et que nous puissions commencer à faire des affaires comme avant. Il n'existe pas de chiffre officiel sur les pertes de ce secteur pendant la crise, mais selon le World Travel and Tourism Council, le tourisme avait rapporté 2,5 milliards de dollars au PIB camerounais en 2016. Au Rwanda, découverte de charniers datant de la période de génocide, dont de 1994. Dimanche, des centaines de corps ont été exhumés dans le village de Rusororo. Les détails avec Irénée Herman Umbo. Nous sommes à Rusororo, village situé à quelques enclavures de Kigali, la capitale rwandaise. Sous le regard meurtri de ses habitants, des hommes sont à l'œuvre. Ils creusent. Ils fouillent le sol non pas pour extraire des ressources naturelles, mais pour vérifier la déclaration d'une présence de fosses communes selon un ancien génocidaire. Tout le monde n'est pas méchant. Il n'était pas sûr des endroits où étaient les fosses communes, mais au moins il nous a indiqué par où commencer nos recherches. Dans la première tranchée, nous avons trouvé 207 corps. Nous sommes sur la seconde et il y en a déjà plusieurs. Il y en a sous les maisons, mais nous allons nous rassurer qu'ils soient tous exhumés puis enterrés avec tous les honneurs.
Après plusieurs jours d'excavation, des centaines de corps ont été découverts dans plusieurs fosses communes. Ces habitants de Roussororo sous le choc sont sans voix. Quand vous voyez nos relations avec ces gens, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils ne nous disent pas toute la vérité. Par exemple, où ils ont enterré nos parents. Est-ce que la réconciliation peut avoir un succès quand des gens se comportent de cette façon? La question reste encore posée. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Voici les titres de la seconde partie de ce journal. Remettre en question la stigmatisation sociale autour du divorce, c'est ce qu'essaye de faire une radio en ligne créée par une divorcée. En Ouganda, les gorilles peuvent constituer une source de richesse pour le tourisme, mais seulement l'espèce est en danger. Mort, mais toujours vivant dans les esprits, 2 ans après son départ, Papa Wemba reste pour beaucoup de ses fans un modèle qui a inspiré à travers sa musique. C'est vendredi et c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire de la culture avec Culture Hebdo. Donc c'est avec Roger Moutour. Roger, bonsoir. Bonsoir, John. On commence par une célébrité. Voilà 2 ans que Papa Wemba nous a quittés, mais ses fans s'en souviennent. John, tu l'as si bien dit au début. Pour rappel, c'est fut un dimanche 24 avril 2016 que Papa Wemba s'est éteint en plein concert lors du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua, à la suite d'un malaise survenu sur la scène. Ses fans, les Congolais en particulier, gardent le souvenir d'un visionnaire, un modèle qui a inspiré à travers sa musique. Il le témoigne devant la caméra de Patrick Abégas à Kinshasa. Cette voix de Papa Wemba, sa musique ou alors son accoutrement, l'héritage artistique du maître d'école, comme il aimait bien s'appeler, est bien ancré dans les quotidiens des Congolais. C'est lui qui m'a appris le métier. J'étais parolier, évidemment. Je le suis toujours. Dans un village, même si on a maintenant des hors-bords, même si on a beaucoup de bateaux ou de pirogues, on ne casse jamais un pont. Donc lui, il reste un pont, il y restera toujours. Il est resté le formateur des idoles. Presque toutes les idoles, on peut dire d'aujourd'hui, viennent de Papa Wemba. À Kinshasa, précisément dans son fief, les quartiers Matongé, les fans gardent les souvenirs des modèles, du promoteur de l'autoprise en charge chez le jeune. Papa Wemba a inspiré et instruit les masses grâce à ses chansons. Lorsqu'il était encore de ce monde, il nous motivait à travailler très dur. Et tous les caps, lorsque nous montons, nous lui félicitons. Malgré une carrière de près de 50 ans, l'œuvre de Papa Wemba laisse les Congolais avec un goût d'inachevé. Ses proches le décrivent comme quelqu'un d'ambitieux, de perfectionniste qui n'a pas eu le temps de tout accomplir. Comme vous le savez, c'était un artiste à 100%. Il n'était pas seulement musicien. Papa Wemba a eu aussi à jouer un rôle important dans un film que nous connaissons tous. Ambassadeur de la musique africaine dans le monde, Papa Wemba est considéré comme l'un des artistes qui ont propulsé la rumba congolaise à l'échelle internationale. C'est maintenant au tour de la nouvelle génération de pérenniser son héritage.
Papa Wemba, un monument de la musique africaine condamné par la mort, mais ici aux États-Unis, Roger, c'est plutôt la justice qui a condamné Bill Cosby. Exactement. L'acteur américain a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur Andrea Constant en 2004 par un jury populaire de Pennsylvanie. Au terme de près de 3 semaines de procès, Bill Cosby a été reconnu coupable des 3 chefs d'accusation et risque en théorie 30 ans de prison. Toujours en parlant aussi de prison, 5 mois après incarcération, le rappeur américain Meek Mill a bénéficié d'une liberté conditionnelle. C'est ce mardi, 24 avril, l'auteur, compositeur est enfin sorti de prison après avoir été condamné à une peine de prison ferme qui avait généré des protestations virulentes aux États-Unis et au passage nourri le débat sur le biais raciste de certaines lois américaines. Voilà, et puis on parle du balafon, de la 3e édition de ce qu'on appelle le Djegele Festival 2018. Qu'est-ce que c'est? Djegele Festival, exactement. L'UNESCO a classé le balafon au patrimoine culturel mondial. Ce festival, initié par l'ONG Abidjan Festival, a pour objectif de faire la promotion de cet instrument de haute portée sociologique. Diane, il y a la participation d'artistes ou de groupes de renommée internationale avec pour sonorité principale le son produit par cet instrument. Et à Debasso, un village situé à 50 km de Boundiali, a remis 5 hectares de terre au Djegele Festival pour continuer à préserver le bois d'Even qui sert à la fabrication du balafon. C'était en présence du chef de village, M. Konezana, du directeur du cabinet du ministre de la Culture, M. Fosseni Dambélé, et du directeur du festival, M. Kone Dodo. On reste alors dans la musique. Les 4 membres du légendaire groupe pop suédois ABBA se sont retrouvés pour enregistrer deux nouvelles chansons, je dois dire, 35 ans après leur dernier album. Agnetha, Anifrid, Björn et Benny se sont séparés en 1982 après avoir régné sur la planète disco pendant plus d'une décennie avec des titres comme Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia ou encore Super Trooper, un coffret délirant pour les accros de la bonne musique. Ma préférée en tout cas, John, c'est Dancing Queen. Et voilà, tout de suite, l'agenda culturel. Merci Roger, je jouais souvent au balafon quand j'étais au séminaire. Voilà. Alors on va parler d'autre chose, donc parlons maintenant de cette radio en ligne dont le but est de remettre en question la stigmatisation sociale autour du divorce. L'idée est venue d'une Égyptienne qui a rencontré des difficultés sociales et juridiques pour mettre fin à son mariage. Elle a décidé de donner un coup de main à d'autres personnes vivant la même expérience difficile. C'est un récit de Raïssa Girondin. En lançant Radio Divorcée en 2010 pour lutter contre la stigmatisation sociale associée au divorce, Marassen Saber voulait offrir des conseils sur les procédures de divorce légales et faire connaître les droits des femmes divorcées ainsi que les services publics potentiels qui leur sont offerts. De par mon expérience et mes lectures, je sais qu'une femme a le droit religieux légitime de divorcer. C'est normal. Le problème n'est pas le divorce lui-même, mais ce qui se passe après le divorce. Ces programmes offrent également une aide psychologique aux femmes qui éprouvent des difficultés à s'adapter à leur nouveau statut social. Et malgré son caractère à but non lucratif et des ressources limitées, 35 bénévoles ont rejoint la radio pour fournir une assistance technique. Elle produit ses émissions depuis un cybercafé local dans le gouvernorat de Sharkia, dans le nord du pays.
Radio Divorcée est une radio familiale. Elle s'occupe de toute la famille, de l'éducation de votre enfant et même des femmes célibataires. Nous conseillons sur la façon de choisir votre partenaire de vie et comment nous pouvons être plus positives dans nos vies. Bien sûr, nous avons besoin de cette radio. Au lieu de perdre le temps à discuter de sujets inutiles, nous parlons de choses importantes, comme par exemple le fait que les femmes ne représentent pas seulement la moitié de la société, mais sont la société entière. La femme élève le ministre, l'agent de police, l'ingénieur et le président. Si elle est stable psychologiquement et vit bien, elle élèvera les meilleures générations. Selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, le taux de divorce en Égypte est en augmentation avec près de 200 000 cas enregistrés en 2015. Place maintenant à l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John. Alors, lorsque la politique se mêle au foot, je ne sais pas ce que ça donne, mais le président américain vient de tweeter à propos de la Coupe du Monde 2026. Tout à fait, John. Sacré, hein, Donald Trump. Le président américain vient de s'exprimer, bien sûr, sur la désignation du pays hôte du Mondial 2026. Donald Trump a lancé sur Twitter: les États-Unis ont fourni une candidature solide avec le Canada et le Mexique. Ce serait une honte si les pays que nous soutenons toujours militaient contre la candidature américaine. Pourquoi devrions-nous soutenir ces pays si eux ne nous soutiennent pas? A lancé donc Donald Trump sur Twitter. Candidat pour accueillir le Mondial 2026, le Maroc a pour concurrent le trio États-Unis, Mexique et Canada. Le pays organisateur du Mondial 2026 sera connu le 13 juin, la veille donc de l'ouverture du Mondial 2018. Voilà, on saura bien ce que ça donne. Mais entre-temps, Iniesta a officialisé son départ du FC Barcelone et ce sera à la fin de la saison. Tout à fait, John. Des adieux pleins d'émotions, des larmes ont coulé, même si elles ont été suivies d'applaudissements nourris. C'était en présence des dirigeants du FC Barcelone, de ses coéquipiers et bien sûr de sa famille. Suivons plutôt. Me gustaría ser recordado como un gran futbolista y je voudrais qu'on se souvienne de moi comme un grand footballeur et un grand homme. Creo que al final pues el football pasa y le football a toujours une fin. Ce qui reste, ce sont vos relations avec les gens, vos compagnons de l'équipe, et c'est ce qui est important. Y eso es lo que al final quedará. Prochaine étape donc pour Iniesta, la Chine, où il va évoluer bien sûr désormais en Chine, John. Et puis Unai Emery a également officialisé son départ à la fin de la saison. Il quitte Paris Saint-Germain. Cela ne faisait plus de doute. Depuis son double échec a franchi le cap des huitièmes en Ligue des Champions, la Coupe de France que le PSG tentera de gagner le 8 mai prochain contre le club amateur des Herbiers en 3e division sera le dernier trophée qu'Emery pourra empocher à Paris. Il s'agirait de son 7e trophée à la tête du PSG, après 2 Coupes des Champions, 2 Coupes de la Ligue, une Coupe de France et le championnat de Ligue 1 qu'il vient de remporter, disons, cette année. Merci Yacouba, Monsieur Sport de VO Afrique. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, Yann. Changeons de thème. En Ouganda, le nombre de gorilles de montagne, espèces gravement menacées, pourrait être en hausse. Le gouvernement a entrepris de les recenser, le tourisme ougandais dépendant largement de ces animaux. C'est un récit d'Anastasie Tudièche. Un roi en son domaine. Ce gorille des montagnes prospecte la forêt de Bwindi. Mais combien de ces majestueux primates vivent encore à l'état sauvage ? Une équipe de l'autorité ougandaise pour la sauvegarde de la vie sauvage inspecte la forêt pour les recenser. Ils recueillent des échantillons d'excréments qui seront utilisés pour une analyse de leur ADN. Ça nous aiderait à connaître le nombre exact de gorilles et éviter de les compter 2 fois. Coup de chance, Vastine et sa collègue ont repéré un gorille à quelques mètres d'elle. Nous menons les recherches à partir du lieu où dorment les gorilles, parce qu'il est difficile de les compter. Ceux-là sont des animaux sauvages, non habitués à l'homme. Et notre mission est de compter ceux qui sont habitués à l'homme
et ceux qui ne le sont pas. Lors du dernier recensement en 2011, 480 primates étaient dénombrés, soit environ la moitié de la population mondiale. Les autres se trouvent au Rwanda et au Congo voisin. Le recensement durera jusqu'à la mi-mai et les résultats ne seront connus que dans quelques mois. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Retrouvez Anastasie Studiesch la semaine prochaine. Bonsoir.